Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Une fois de plus, l'émotion a précédé l'action publique. Une fois de plus, c'est après des vies brisées, après des mineurs abusés, après des femmes assassinées, que les pouvoirs publics montent au créneau. Hier, face à la presse, 3 membres du gouvernement ont dressé un constat alarmant de la situation et annoncé l'élaboration prochaine d'une loi plus répressive. Mais une question demeure. Le Cameroun manque-t-il réellement de loi ou manque-t-il plutôt de volonté, de moyens et d'efficacité pour les faire respecter ? Car ces abus sur mineurs et autres violences ne sont pas de faits nouveaux. Les alertes des familles, des associations et autres acteurs sociaux ne datent pas d'hier. Alors pourquoi faut-il attendre que l'indignation gagne les réseaux sociaux, que les médias s'emparent des affaires les plus choquantes ou que l'opinion publique s'émeuve pour voir l'État réagir ? Cette nouvelle sortie gouvernementale marque-t-elle un véritable tournant ou s'agit-il d'une réaction de circonstances face à une succession de drames devenus impossibles à ignorer? Le gouvernement face aux abus sur mineurs et féminicides, pourquoi toujours après les drames? C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Pour en parler, Basile et Togo. Bonsoir Basile, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes que vous avez l'amabilité de présenter. Bonsoir à tous qui nous écoutent ce soir. Dans le cadre de cette émission Equinox Soir, Serge Alain, je vous remercie au nom de RDPC pour l'invitation que vous m'avez accordée sur ce plateau. Merci. À côté de vous, docteur Roland Tenke, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Otton. Permettez-moi tout d'abord de dire un bonjour à tous nos militaires et sympathisants, surtout le triangle national, à Banja, à Loum, à l'extrême nord, à Bonalea et également dans le département du Vorik où nous nous situons aujourd'hui. Okay. Je rappelle, vous êtes de l'UPP, c'est bien cela? Justement, l'UPP. Voilà. Good evening, sir. Sylvanus Mutaga, welcome. Good evening, Mr. Sechalin Otu, and good evening to all the millions of televiewers of this program, Equinox Soir. Permit me use this opportunity to thank the National Directorate of the CRM for this singular honor they have renewed in me, the confidence they have renewed to allow me be on the center stage to talk on behalf of the CRM. I equally use this evening to greet the people of Kruku Village in Batabo Subdivision. That's my village. Kruku Village? Kruku Village, that's in Batabo Subdivision, because Kruku is one of the 22 villages of Batabo Subdivision. So Batabo has 22 villages. I equally use this opportunity to greet the women who are really lamenting in their marital homes because they have no other way no other thing to resort to but to remain there because of their children. So it's regrettable that it's happening in our country. So thank you so much for the topic tonight that we'll be brainstorming on it. Voilà, pour boucler la boucle, juste à côté de vous, lui c'est Gabriel Ngopsi. Bonsoir Gabriel Ngopsi, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Equinox Soir. C'est un plaisir pour moi d'être là renouvelé ici. Et puis bonsoir à toute la population de Djibombari. Ok. Population de Djibombari. Ils sont à l'honneur, hein. Quand vous êtes là, vous les saluez. Quand Jopel est là, on salue toujours Djibombari. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, cette population de Djibombari? Non, c'est un ancrage local. C'est tout simplement une reconnaissance du milieu dans lequel vous êtes. Donc ça va se disputer là-bas. Des locales, on va le dire comme ça. Les locales vont se disputer dans tout l'étendue du territoire national. Oui. Pas seulement à Djibombari. Parce que sur ce plateau, il y a beaucoup qui viennent de Djibombari, c'est ça? Oui, c'est dit bien dans tout l'étendue du territoire national, ça va se discuter et c'est une très bonne chose qu'il y ait la compétition. Ok. Voilà. Basile Togo, justement, 3 membres du gouvernement, face à la presse, certains vont dire que ça arrive un peu tard, mais on annonce surtout cette loi plus répressive. Mais on sait
que le code pénal. Il y a déjà des lois qui existent. Est-ce que ce qui est annoncé là, pour vous, c'est quoi? Est-ce que le problème ne serait pas ailleurs? Les lois sont là, mais on voit toujours ces actes, ces dérapages. Le problème ne serait-il pas ailleurs? Vas-y. Serge Alain, merci pour la question. Déjà, je voulais vous faire remarquer que je suis porteur des messages du comité central sur le plateau. Mais avant de délivrer le message, permettez-moi de revenir sur la thématique qui est mise sur la table, portant sur le gouvernement face aux abus et mineurs et féminicides. Pourquoi toujours après les drames? Lorsque j'analyse cette thématique, si je vais directement sur la résolution, je pense que je tomberai dans un piège, je pourrais dire, c'est mon analyse à moi, hein. Je tomberai dans un piège parce que ça donne l'impression que le gouvernement est toujours dépassé par les événements qui se passent dans la société. Ça donne l'impression que le gouvernement est toujours attentiste. Et la question sous-jacente qu'on pourrait même ressortir de cette thématique, c'est de savoir si pourquoi est-ce que le gouvernement est-il face aux abus plutôt que contre ces différents abus. De manière sous-jacente, c'est ce qu'on pourrait retenir si je fais une analyse lexicale de la thématique. Déjà, je voudrais faire comprendre que le gouvernement qui est formé par le chef de l'État, qui était le candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025, le RDPC que je représente sur le plateau me porte de dire aux populations ainsi qu'à tous ceux qui sont sur le plateau qui restent fermement contre tout acte de violence fait aux enfants et fait aux femmes. Lorsque je l'ai dit, je voudrais ici rappeler que, n'étant pas porte-parole du gouvernement, moi je vais analyser cette question sur la thématique, savoir le gouvernement est-il contre ou pour les abus faits aux enfants et aux femmes. Pour répondre à cette thématique, je vais évoquer 3 grilles d'analyse. La première grille d'analyse est sur le plan purement juridique. Nous allons essayer d'épiloguer sur les lois et règlements en vigueur au Cameroun qui portent sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Et sur ce point-là, nous avons l'article 346 du Code pénal, nous avons l'article 350 du Code pénal, la loi de 2016 portant sur la protection de l'enfant, la loi numéro 2023 portant sur la charte de la protection des enfants en ligne, ainsi que les différentes conventions qui ont été signées par le gouvernement de la République. Maintenant, sur le plan institutionnel, quels sont ces éléments qui ont été mis en place par le gouvernement pour combattre ces actes qu'on qualifierait, n'est-ce pas, de phénomènes sociaux? Nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le ministère de la Santé, nous avons le ministère de la Justice, nous avons le ministère de l'Intérieur, l'administration territoriale, nous avons le ministère, le secrétariat en charge de la défense, la gendarmerie, autant pour moi, ainsi que la direction générale de la sécurité nationale. Donc, sur ce point-là, on voit qu'il y a plusieurs institutions qui ont été mises en place pour lutter efficacement contre ces actes-là. Et puis, il y a la formation des OPJ et des APJ qui ont été instaurés dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation des unités de police et de gendarmerie. Maintenant, sur le plan purement sociétal, on doit comprendre que c'est une plateforme qui doit intégrer plusieurs acteurs sociaux. Ces acteurs sociaux sont les politiques, les membres de la société civile, les médias, les populations elles-mêmes, ainsi que les institutions. Donc nous ne pouvons pas, sur ces actes qualifiés de phénomènes sociaux, nous ne pouvons pas laisser toute la responsabilité
sur le gouvernement parce qu'il est important, n'est-ce pas, de dénoncer ces pratiques qui sévissent dans les familles. Et donc certaines familles ont souvent la maladresse, n'est-ce pas, de cacher, parce que cela constituerait une honte pour la famille de savoir que une fille ou un enfant a été maltraité. Et souvent il y a des arrangements qui sont faits entre les membres de la famille et les supposés suspects, entre guillemets. Donc sur ce point-là, il est important ici de relever que beaucoup d'actes ont été commis par le gouvernement à l'effet de réprimer, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites, notamment ce que vous avez cité tout à l'heure, pour renforcer encore de manière significative, n'est-ce pas, la lutte contre les actes jugés, abus sur des enfants et les femmes. Je crois que sur ce point-là, c'est un construit que nous devons tous y participer parce que cela engage tout le monde et cela ne serait, n'est-ce pas, être simplement laissé entre les mains du gouvernement parce que le gouvernement ne pourrait pas mettre un gendarme derrière toutes les familles pour surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la communauté éducative, savoir les enseignants, les membres de la famille, ainsi que les acteurs sociaux, doivent aussi contribuer à éduquer de manière significative les familles, les parents que nous sommes, ainsi que les enfants. Et chacun doit prendre sa responsabilité. Et l'un des éléments majeurs aussi est la place qu'occupent, n'est-ce pas, ces actes sociaux dans les médias. Il est important que les médias continuent toujours à sensibiliser parce que on a comme l'impression qu'il y a un peu de légèreté qui est constatée sur les médias à l'effet de toujours politiser ces actes-là. Je crois que comme le RDPC est au pouvoir, c'est de la responsabilité exclusive du RDPC, non? Certainement, mes contradicteurs vont dire comment tout est noir, en oubliant que c'est Ils ne se sont même pas encore exprimés. Hein. Bon, je connais un peu la typicologie, n'est-ce pas, des personnes qui m'entourent sur le plateau. Je connais le fougue pour lancer des arguties sur le RDPC. Non, mais je crois que ce sont des actes, des phénomènes sociaux qui méritent, n'est-ce pas, que tout le monde puisse s'y mettre pour condamner ça. Justement. Merci, Basile. Voilà, Gabriel Ngomsi, le gouvernement annonce donc ces nouvelles mesures. Pour vous, c'est une réponse sincère ou bien tout simplement c'est une communication comme ça, comme on dit, communication de crise? Non, il faut dire que chaque fois qu'un enfant est violé, chaque fois qu'une femme est assassinée, nous avons toujours un gouvernement qui convoque des réunions, qui promet des solutions et des sanctions. Mais les Camerounais se posent une question simple que nous devons tous répondre fondamentalement. Pourquoi faut-il toujours attendre qu'une femme meure, qu'un enfant meure ou qu'une femme soit violée pour agir? Un État moderne protège en amont, protège avant tout ses enfants. Ce que Basile a voulu faire ici, c'est déplacer le débat de la responsabilité politique sur la responsabilité collective. On ne dit pas qu'il n'y a pas une responsabilité collective, mais il y a d'abord une responsabilité politique. Depuis 40 ans qui gouverne le Cameroun, depuis 40 ans, nous avons des féminicides, nous avons des abus sur nos enfants. Il y a bien, je ne cherche pas ici un responsable politique, mais je cherche ici un responsable public. Il y a un responsable public dans ce pays. Donc il serait trop facile de vouloir cantonner le problème uniquement dans les familles ou alors dans la responsabilité générale. Non, il y a quelqu'un qui gère le Cameroun, il y a quelqu'un qui est responsable de toute cette décrépitude morale. Parce qu'en fait, il s'agit d'abord de quoi? Il s'agit d'une situation où nous avons un État qui a
perdu les valeurs morales. Les valeurs morales n'existent plus. Nous avons un État qui a donné carton blanc aux puissants. Le puissant peut faire ce qu'il veut tant qu'il n'est pas inquiété. Ça donne le sentiment qu'on a un pays qui n'est pas protégé. Et c'est ça le problème. Et vivre dans un pays où on a l'impression que parce qu'on est une élite, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'à la suite de ça, la justice va être incapable de nous sanctionner, ça pose un problème réel. Et c'est ça le problème. Vous avez un État il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Tout est cantonné dans les mains d'une seule personne. Non. Vraiment, il faut qu'on soit honnête et sérieux dans ce pays. Les lois sont faites pour tout le monde. Tant que les lois ne seront pas appliquées de la même manière chez l'opposant, de la même manière chez le ministre, de la même manière chez le citoyen ordinaire, il y a un problème. Ils sont allés dans un État démocratique, on est allé jusqu'à dire que prendre des mesures où celui qui a la magistrature suprême n'assume rien des actes qu'il pose, on ne peut pas le poursuivre. Vous voyez comment il instaure l'impunité à son niveau, d'abord personnel. Il ne peut pas être poursuivi pour tous les actes qu'il commet durant son mandat. Ça fait que chacun, et chacun comme ça crée une atmosphère pareille dans son environnement. Parce que le président de la République a donné un signal. Le signal de l'impunité. Au nom de quoi le président de la République ne peut pas être poursuivi? C'est les citoyens comme moi. Au nom de quoi il va poser un acte répréhensible par la loi, mais on ne peut pas le poursuivre? Parce que le président de la République. Au nom de quoi même ses enfants bénéficient même de cette présomption-là. Il faut être sérieux dans ce pays. Quand on fixe les lois, c'est pour tout le monde. Donc on ne peut pas fixer des lois pour les pauvres, ou les lois pour les enfants du président, les lois pour les ministres, les lois, ça ne peut pas marcher comme ça. Tant qu'il y a cette impunité-là, c'est les faibles qui en pâtissent. Et c'est qui les faibles dans une société? Les enfants, les femmes. Les enfants et les femmes sont les premières victimes d'une société qui ne veut pas garantir la justice, d'une société qui ne veut pas garantir l'égalité, d'une société qui ne veut pas garantir, une société qui garantit l'impunité. Les premières victimes sont les femmes et les enfants. C'est ça la conséquence. Toutes ces multitudes de mettre là, parce que chacun crée un environnement d'impunité autour de lui. Il a vu ça en exemple chez le premier chef de tout. C'est ça le problème fondamental. Dans un pays, lorsqu'on a l'impression qu'on ne peut pas que la justice ne peut pas être rendue, ça pose un problème fondamental, c'est Jalin. Regardez l'affaire Martinez-Zogo, par exemple, qui dure aujourd'hui plus de 3 ans. Les Camerounais attendent le dénouement de cette affaire, mais lorsqu'on a l'impression que ça traîne trop, on aura l'impression d'une justice qui est ralentie, une justice qui est mise sur la pesanteur du politique, et ça cause un problème fondamental. Parce que, bien après, l'importance de la justice, ce n'est pas seulement de dire la justice, mais c'est que, comme Moustapha le disait en 2018, lors du contentieux électoral, mais Moustapha l'avait très bien dit, on doit avoir le sentiment que la justice a été rendue. À l'issue de ça, il faut le sentiment que la justice a été rendue. Mais on est dans un système où le citoyen n'est plus capable même d'aller porter plainte. Parce que il y a des patouillages, le juge même n'est pas libre, le procureur, il y a tellement de pesanteurs qui pèsent sur lui. Au finish, voilà comment une élite peut violer en toute impunité un enfant, et il marche, il se pavane dans les rues, fièrement, devant tout le monde, il nargue tout le monde. C'est l'état de société, c'est ça l'esprit de la société que M. Biya a construit. Une société d'impunité.
une société de non-sanction, une société des puissants. Comment voulez-vous qu'on vive dans un pays avec ce sentiment-là? Vous êtes responsable. Vous dites que vraiment, tous les actes que vous posez sur vos commandants, on ne peut pas vous poursuivre. Mais ça, c'est pas une loi. Ça, c'est pas une loi. C'est pas une loi qui consacre l'impunité. Mais c'est une loi irresponsable et c'est une loi malhonnête. Il faut le dire. Au nom de quoi vous ne serez pas poursuivi, M. Biya, sur les actes que vous posez pendant vos commandats? Au nom de quoi? Vous pouvez tuer. Mais si moi je tue, on m'arrête, vous, on ne vous arrête pas. Non, non. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut rétablir la justice. Il faut rétablir les valeurs morales dans cette société camerounaise. Il faut ce qu'on appelle le réarmement moral. Il faut reconstruire cela dans ce Cameroun-ci. Parce que les gens ne peuvent pas détruire le cordon sur lequel on construit une citoyenneté, la moralité, et penser que le pays va fonctionner dans les bonnes mœurs. Quand vous détruisez ce cordon-là, vous détruisez tout l'élan de la morale publique. Et quand vous détruisez la morale publique, on ne peut que vivre une telle atmosphère où tout est caporalisé, où les femmes souffrent, où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. C'est ça la conséquence, ces gens-là. Voilà, oui. D'abord, Sylvanus, vous avez suivi, hein? Vous avez suivi Gabriel Ngomsi. Voilà, le gouvernement dit vouloir agir, mais on a comme l'impression qu'une partie de la population semble sceptique. They're not believing in it. Why? Mr. Serge Alain, to the elements of Gabriel's speech, which I would like to corroborate. He said in his speech that there is selective justice that is done. It means that justice is not done equitably. You will permit me go down to a certain case. So let me try to give you the facts of the case, which are here, so that you should really understand. You find that the case is reported, communicated 006/002/2015, and it happened in Bamenda. That's the case between the Republic of Cameroon and TFA, a girl of 10 that was raped in 2012 in Bamenda. Yeah. So you find that that girl of 10 was raped by a prominent, worthy man in Bamenda. So when the lawyers of TFA constituted and filed a suit against the worthy man in Bamenda, there was a twist of the case. The twist in the case happened in a way that the lawyers of TFA and the counsels were instead prosecuted for defamation against the worthy man in Bamenda. The investigations were not meticulously carried out. So when the lawyers of TFA filed a suit at the regional institution, that's the African Institute for Human Rights and Advocacy, and the TF and other investigation groups, you find that the case was investigated and that the government of Cameroon was ordered to pay 50 million francs to the TFA lawyers and the parents. This is a glaring evidence of the fact that there are a lot of cases outside there that are unreported. If you go to the remote areas, you find that there are numerous girls, there are numerous young girls, there are numerous women who are dying and the cases are unreported. I remember a year ago I was called on a case that happened in Tombe in the southwest region by a relative that the neighbor was killed and by the husband. So simply because there were no social media influencers, the whistleblowers, they did not go there. Television channels like Equinox did not go there, or they were not informed, you understand. That case died just a natural death, and right up to this particular juncture I'm telling you,
if you go to Tombe, you find out that the guy that killed that lady had not yet been prosecuted right up to this moment. So the topic today has terms which we would like to define really for the audience to be edified. We talk of abuse on minors. You should understand that abuse on minor is not just only sexually. Minors can be abused physically. Minors can equally be abused psychologically. Minors can equally be abused by negligence, the negligence from their parents. Sometimes the parents abandon them and they become street children. You find that they are being abused. And when you look at feminicide, you find feminicide is simply the deliberate killing of a woman because she is a woman. So now, when you look at the topic today, we are asked, why does the government, the topic says, pourquoi toujours après le drame? When you look at why does the government always run after the incident has taken place? I would not want to say why does the government always act like that. I want to look at the consequences of the government always coming to act when the incident has taken place. So permit me such a lane, because I came here tonight to educate Cameroonians on some of the things which they will need to hear. For this reason, there are a lot of telespectators outside there. They always ask me, why should I always speak in English? I want them to, the English-speaking regions, to permit me to edify those who are here to get me. Je vais parler sur les 7 conséquences négatives d'une réponse gouvernementale tardive, parce que je ne veux pas dire qu'il vient juste après, mais ce sont des réponses qui viennent tardivement. Premier effet, ça encourage les agresseurs. L'impunité, comme on regarde l'impunité comme c'est juste comme un signal. Qu'est-ce que ça fait? L'État ne frappe qu'après la mort. L'État vient frapper juste après la mort. Et ça envoie ce message. Tant que la victime est vivante, le risque est faible. Vous voyez? Donc, tant que la victime est vivante, c'est-à-dire c'est lui qui est l'auteur de violences contre la femme, contre peut-être des fois les mineurs. Tant qu'il est vivant, le risque est faible. On pense que la personne peut toujours se rebondir. Et quelles sont les conséquences? Les agresseurs, tests, récidivistes, escalade, féminicide deviennent la seule étape où l'État se sent obligé d'agir. Les plaintes pour les violences conjugales ou attouchements sont classées sans suite, faute de gravité, parce qu'on dit que c'est pas grave. Vous voyez, des fois, les femmes partent se plaindre chez la police. On vient, les familles disent non, laisse. C'était juste un peu, parce que hier, c'était juste une simple gifle. Aujourd'hui, on a donné seulement 2 gifles. Il n'y a pas de cicatrices physiques qu'on peut voir et tout cela. Vous voyez. Et elle quitte l'agresseur pour habiter la victime. Vous voyez que maintenant, l'agresseur est épargné de toutes les conséquences. Maintenant, c'est lui qui sent dans sa peau, c'est la victime. La victime sent dans sa peau parce que, vous voyez, il se plaint, on prend ça à la légère, dit non, dans la famille africaine, c'est normal pour l'homme de frapper sur sa femme, c'est normal ceci, la toiture couvre beaucoup de choses, il faut laisser partir. Deuxième conséquence du gouvernement qui vient agir tardivement, c'est quoi? On dit quoi? Retraumatisation des victimes et des familles. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez donc, la famille est d'abord traumatisée. Il y a eu viol, il y a l'abus des mineurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand ceci arrive, la première des choses, les influenceurs viennent. Il faut encore les médias pour venir. La personne qui devrait être peut-être protégée, il est ouvert aux chaînes de télévision, les influenceurs vont venir et le cas est médiatisé et finalement, vous voyez, la personne se sent des fois stigmatisée parce que après ça, qu'est-ce que l'État va faire? Le nom de la personne est entré dans les archives, on connaît ce qui s'est passé. Et la quatrième chose que j'aimerais... Rapidement. Quatrième conséquence, M. Serge Alain autour, le gaspillage budgétaire et inefficacité chronique. Parce que vous regardez que quand cela arrive, il faut créer les commissions. On appelle ça les commissions avec les frais de mission et tout cela. Quelque chose qu'on devrait gérer peut-être progressivement avec les mécanismes qui sont mis en place depuis
des années, on va sortir de l'argent et les gens vont aller en mission, on dit quoi, se balader, après on... Comment ça? Oui, je dis se balader, parce que je vais vous expliquer. Parfois, qui réclament des commissions d'enquête. Pourquoi vous les commissions d'enquête, je vous dis, ces commissions d'enquête baladent des fois parce que quand vous regardez ce qui viennent, c'est que des fois la suite de ce dossier, on n'entend rien. Je vais vous parler, si vous regardez le cas que je viens de citer à Bamenda en 2012, il y a eu des enquêtes qui se sont menées, il y a eu les autres, mais qui étaient devenus la victime. La famille était poursuivie. Pourquoi? Diffamation ainsi que les avocats. On se demande donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les commissions d'enquête qu'on avait instaurées et l'argent qui a été débloqué pour toutes ces personnes. Et la deuxième des choses, c'est que ça donne l'impression au public, on perd la confiance dans la justice. Parce que, vous voyez donc, tant qu'on attend à ce que quelque chose arrive, ça soit médiatisé avant que la justice réagisse. Le peuple lambda, le Camerounais lambda... Non, on n'est pas au niveau de la justice. Oui, je parle du gouvernement. Oui. Parce que vous parlez... Mais ils sont sur la justice. On s'appuie sur ce qui s'est passé. On s'appuie sur ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Ce qui se passe depuis quelque temps. Oui, face à ce qui s'est passé, je dis bien, M. Serge Alain Auto, ce qui s'est passé hier, c'était juste un cinéma parce que je dis très bien. Pourquoi cinéma? C'est le cinéma qui s'est passé parce que je vais vous dire une chose. Si le gouvernement ne se réunit pas, vous serez les mêmes. Je vais vous dire une chose. Vous serez les mêmes à vous plaindre, non? M. Serge Alain Auto, le ministre de la Femme et la Famille, je dis, je prends le ministre de l'enseignement primaire, d'autres... Éducation de base, excusez-moi. La police lui-même, je prends encore d'autres structures qui viennent de citer la gendarmerie. Je vous ai expliqué ici que toutes ces structures, ils mènent des enquêtes, mais des enquêtes n'aboutissent pas. Ces gens viennent juste parce qu'il y a eu la pression. La pression vient de quoi? Des lanceurs d'alerte. Parce qu'il n'a pas... Si quelqu'un comme je ne veux pas citer leur nom pour des publicités, s'ils n'avaient pas mis déjà sur leur page Facebook, ils ont gesticulé, il y a eu un spectacle qui s'est passé. Nous n'allons pas voir ces personnes agir. Ils sont venus, c'est juste montrer que nous sommes en train de travailler, pourtant que au fond de leur cœur, ils ne travaillent pas pour le peuple. Chacun est là juste pour protéger son gombo, comme on dit dans le langage du quartier. Vous voyez? Non, malheureusement, c'est les membres du gouvernement. Voilà, docteur Roland Teke, comme on a dit, on parle de ces réseaux sociaux qui sont devenus, on va dire, un peu incontournables. Lorsque quelque chose se produit, très souvent ça part de là. Les médias, les autres médias classiques prennent le relais et comme... D'où certains disent que c'est après tout ceci que le gouvernement sort de sa réserve. Bien. Votre point de vue? Bien, merci monsieur Alain Auto. Je tiens à signaler que c'est Arnaud Tinquieux. Arnaud, oui. Bien, alors moi j'ai regardé, j'ai eu votre thématique, ça fait 2 heures de temps que vous m'avez bien. Alors votre thématique, je pense qu'elle questionne sur la responsabilité du gouvernement dans le déroulement des abus sur femmes et les mineurs. Bien, je vais un peu revenir à ce que mon grand frère, M. Basile, a dit. Il a dit que l'État est en train de mener des actions répressives pour pouvoir contrecarrer ce type d'abus. En fait, Basile dit que l'État n'attend pas. L'État a mis des structures en place pour... L'État est toujours au travail. Bien. C'est pour ça que tu as joué à féminicide. C'est bien vrai, mais je tiens à dire que ce n'est pas seulement une affaire de féminicide ou bien de viol sur mineur. Ça pose une question, disons, il se pose ici une question de sécurité. Vous voyez, il faut bien signaler que ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants qui sont victimes, ou bien qui sont en état d'insécurité, même nous les hommes. Vous voyez, c'est une réalité qui touche vraiment qui touche tous les citoyens. Vous prenez une moto, vous faites agresser, vous êtes dans un coin de la rue, vous faites agresser, vous faites dépouiller, tout le monde est... Bon, tout le monde est... On ne va pas se disperser. Je comprends. Le problème, c'est... Depuis quelques mois, on assiste... On conteste.
il faut par que, rapport il faut, il y a un prétexte en fait. Justement, mais ce qu'il faudrait que je dise, c'est il faut d'abord qu'on fasse un diagnostic qu'il faut faire un diagnostic afin de savoir pourquoi est-ce que ces féminicides ou bien ces abus sur mineurs sont posés. Moi, je dis toujours, les féminicides sont beaucoup plus liés aux problèmes conjugaux et même aux difficultés familiales. Mais le but n'est pas là, parce que je dis toujours qu'il est vrai que la répression reste une action qui vise à empêcher que cela se produise. Mais le plus important, c'est de trouver les causes qui mènent... Rentrer dans les causes. Justement, il faut rechercher les non causes s'accrocher sur la répression. La répression, ce n'est que, disons, la solution finale. La première des choses, c'est chercher les causes qui sont liées, qui sont rattachées. Justement, il faut trouver ces causes, des causes qui entraînent cette recrudescence de viols sur mineurs ou bien cette recrudescence de féminicide dans notre société. Et vous l'avez si bien. C'est donc quoi? Il faut comprendre. Ces abus sur mineurs, pour vous, les causes, c'est quoi? La première cause est liée aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication. Ces médias, ces réseaux sociaux qui font beaucoup de bien, mais également beaucoup de mal. Vous voyez l'importation de la culture et des mœurs occidentales à travers les médias sociaux. Les adultes au Cameroun veulent reproduire ce qui se passe là-bas. Bien sûr, il y a aussi un bras dans ça. Les adultes voient, les adultes, disons, les jeunes d'hier, il y a cela 10 ans, qui sont les adultes d'aujourd'hui, ont tendance à vouloir reproduire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas peut-être que c'est forcément de la fiction et ils veulent reproduire ça dans la société. On a vu l'affaire des microbes à un moment ici à Douala. C'est parti d'où? Toujours des technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, les médias sociaux. Mais monsieur Autour, il faut comprendre, il faut d'abord se questionner sur les causes de ce phénomène avant d'arriver à la répression. Et je tiens même encore à redire ceci. Il est normal que l'État communique. La communication que l'État fait n'est pas quelque chose de mauvais. L'État se doit de communiquer, même si sa communication vient un peu tard. Mais l'État a ce droit, a même une obligation de communiquer. En communication de crise, on dira même que l'État communique très tard, ce qui n'est pas forcément bien. Dès les premiers jours, le premier moment, la première minute qu'il y a eu cela, l'État devait déjà communiquer via soit le délégué régional ou départemental des affaires sociales, soit le délégué départemental ou régional de l'éducation de base. Bref, tout cela, c'est normal. Mais ce qu'on accuse encore, la raison pour laquelle on peut accuser l'État, c'est son inaction. L'action gouvernementale vient souvent très tardivement. Et ça vient quand la population a déjà commencé à manifester sa colère, sa rage. L'inertie du gouvernement ou bien de l'État camerounais est souvent la cause de tous les dérapages qu'il peut avoir dans notre société. Si l'État avait tendance à être plus informé, c'est sûr qu'elle est, bien qu'il l'est l'État autant pour moi, si l'État avait beaucoup plus de sympathie ou bien même d'empathie pour ce que vivent les gens, en réagissant rapidement, quand le voisin vous écoutez un voisin pleurer, vous courez, demandez qu'est-ce qui ne va pas. Mais l'État camerounais, le gouvernement te laisse pleurer à tue-tête jusqu'à ce que tu te fatigues. Ce qui n'est pas forcément bien. Il faut agir en communication de crise. Les premières actions sont fondamentales. Elles déterminent la suite de la gestion de la crise. Ok. Voilà, justement, Basile Togo, je vais vous prendre 2 cas. Il y a eu le cas de bébé Matisse à Ngoïkele. On a vu les membres du gouvernement arriver des jours après. Voilà. Il y a même un ministère qui n'est pas loin, qui est situé à Ngoïkele, même quartier où le petit Matisse a été sauvagement poignardé. Vous avez le cas d'Odia où le ministre est arrivé alors que la population était là depuis les premières heures de la matinée. Nice est arrivé un peu plus tard. Est-ce que, comme il dit, pourquoi nous sommes dans la capitale, il n'y a pas besoin de voyager pour arriver? Pourquoi cette lenteur à agir? Il faut demander les autorisations du Premier ministre pour aller sur le terrain? Non, c'est quoi le problème? Je ne pense pas, M. Alain. Mais avant de répondre à votre question, je pense que j'ai eu l'idée, la préoccupation sur
le fait que la thématique portait à confusion. Pourquoi toujours... Non, ça après... c'est pour vous. Vraiment, ne m'amenez pas à réagir. Non. Ça c'est pense notre que thématique. Vous j'ai avez... éludé... Non, je vous ai permis ça au début. Je ne peux pas accepter ça. Non, arrêtez. Vous avez fait vos critiques là-bas, vous arrêtez. Moi, je donne mathématiques. Si ça ne vous plaît pas, vous ne venez pas à l'émission. Non. Il était important pour moi... Ne revenez pas là-dessus. Non, je ne reviens pas là-dessus. C'est mathématique. Je ne reviens pas dessus. C'est mathématique. Je ne reviens pas dessus. Donc, vous faites vos obéissances. Vous êtes libre. Si ça ne vous plaît pas, vous ne venez pas à l'émission. Je ne reviens pas dessus, Serge Alain. Je vous ai posé une question. Pour la deuxième fois, vous revenez sur la... Non. C'est pas comme ça. Et qu'il en soit, c'est pas comme ça. Je ne reviens pas dessus, Serge Alain, si vous me permettez. C'était juste pour porter cette remarque. Laquelle? Maintenant, je dis le gouvernement, face aux abus des mineurs, vous trouvez... Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Non, je voulais faire comprendre, Serge Alain, que le gouvernement n'est pas toujours attentiste aux abus des mineurs, mais le gouvernement est toujours dans la continuité puisque des actes ont été pris avant que le prétexte concernant l'enfant... Vous avez toujours cette tendance-là. Non. Notre thématique, elle est souveraine. Je vous en prie. J'étais donc en train de dire que concernant le cas de l'enfant... Si la thématique, ça ne vous arrange pas, vous ne venez pas. Vous ne venez pas à l'émission. Serge Alain, j'étais donc en train de dire que concernant le cas de l'enfant, le gouvernement n'a pas attendu, puisqu'il y a des organismes qui ont pris le relais dès que ça s'est produit. Il y a la police qui est descendue déjà sur le lieu pour ouvrir une enquête. On a vu les gendarmes, on a aussi la police, une commission mixte. La maman a été entendue. Il y a eu même elle est suivie, selon les informations, elle est suivie psychologiquement par le ministère des Affaires sociales. Donc c'était pour moi le but d'expliquer qu'il n'y a pas toujours cette attente du gouvernement. Donc maintenant, pour revenir sur cette question qui est pertinente... Je vous ai pris 2 cas précis. Oui, je sais, je suis en train de... Le cas bébé Matisse, on a vu 3 membres du gouvernement arriver des jours après au domicile des parents de bébé Matisse, alors que ça se passait en Guaykele. Il y a un autre ministère qui est en Guaykele, qui se trouve en Guaykele. Tout à fait. Vous avez vu le cas d'Odia, le ministre des enseignements de l'éducation de base arrivé alors que la population était là depuis les premières heures de la matinée. Plus tard. Oui. C'est ce que évoque docteur Kétieux, voilà, je crois que j'y arrive. Pourquoi toujours arriver après les heures? Je suis en train d'expliquer, Serge Alain, si vous me permettez. Parce que le gouvernement est représenté sur le plan local par le sous-préfet, par le préfet. Lorsqu'il y a un cas qui porte sur la société, je pense que le ministère qui est en charge de se saisir premièrement de l'affaire, c'est le MINAT. Et le MINAT ici a un représentant au niveau de l'arrondissement qui est le sous-préfet, qui fait une descente pour d'abord constater effectivement que les faits sont réels. Ensuite, la justice ouvre rapidement une affaire, puisque nous sommes dans un cadre de procédure pénale. Le procureur de la République, qui est le représentant du ministère public, s'est saisi de l'affaire et les OPJ descendent sur le terrain à l'effet de collecter les informations nécessaires pour qualifier l'action, le délit qui a été posé. Lorsque cela a été fait, un rapport constructif et consistentiel est émis à l'endroit du ministère directement responsable, qui est, pour le cas de le MINAS, qui est le ministère des Affaires sociales, qui juge l'opportunité de descendre sur le terrain. Mais ce n'est pas sa descente sur le terrain qui active, c'est ce que je voulais expliquer, qui active l'action publique. Non. Il y a l'action publique qui est déjà activée bien avant. Elle descend dans le but, n'est-ce pas, de rassurer les familles que les autorités gouvernementales ont pris l'affaire à main et qu'aucune négligence ne sera tolérée dans cette affaire. Nous avons vu dans le cas de bébé Matisse, où, fort heureusement, le 10 mai 2025, que l'action se posait, en mars 2026, donc moins d'1 an, la justice a rendu, n'est-ce pas, sans sanction, et M. Dagobert Wafo a été condamné à la peine à fusillade. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas dire que des actions ne sont pas menées. Non, la justice fonctionne sur la base des éléments qu'on lui donne. Et n'oublions pas que les avocats
de la défense sont aussi là pour permettre à ce que leurs clients puissent avoir le moins de peine possible. Et c'est ce qui rend souvent difficile et qui permet souvent à ce que les procédures des audiences mettent assez de temps, parce qu'il est important de respecter le débat contradictoire. Les avocats de la défense émettent des réserves et le ministère public, le juge, autant pour moi, a le droit d'analyser ces réserves pour que la justice soit impartiale dans cette affaire. Donc, par conséquent, la justice prend le relais lorsqu'une action est posée, de cette envergure est posée. Monsieur Otto, si vous me Oui, permettez, rapidement. oui, je voudrais juste dire, le grand problème avec notre gouvernement, c'est que le gouvernement n'est préparé à rien. Les gens veulent faire le travail des autres. Chaque délégation départementale, de chaque ministère régional et autres, doit avoir un service de communication où il doit avoir une cellule de gestion de crise. Et cette cellule de gestion de crise doit être constamment en alerte par rapport à tout type de situation qui doit se passer. Quand un gouvernement est mal préparé, mal outillé et ne veut rien faire, on arrive à ce genre de débordement. Ok. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Julien Berthe Bissaï. Et juste après Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.